Bonjour à tous, chers amis, bienvenue pour un nouvel épisode sur la chaîne Oak Island Research aujourd'hui, qui s'appelle Suivez mon regard. Ah, normalement, ah voilà, ça apparaît. Donc merci d'être encore en train de suivre cette chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux. Je dois avouer que j'ai des messages de votre part qui sont hyper motivants pour continuer. J'ai quand même un ou deux zouzous qui ont réussi un peu m'écœurer à remettre en question ce que je faisais. Bon, en gros... des gens qui m'expliquaient que c'était trop tiré par les cheveux et que j'inventais plein de choses et qu'il fallait que j'aille me faire soigner en gros. Mais si je vais me faire soigner, on y va tous. Donc on est plusieurs centaines à regarder ces vidéos en France. Je vous remercie encore. Alors je sais, j'ai vu, je savais pas, j'avais pas suivi, mais sur C8 en ce moment le matin, il nous passe 2 ou 3 épisodes de La Malédiction d'Oak Island en français, traduit. Du show américain, donc si vous saviez pas, sur C8 le matin. Alors malheureusement, comme d'hab, ils mixent les saisons. Hier on était sur la saison 9. Aujourd'hui, ils nous ont montré des épisodes de la saison 8. Mais c'est toujours sympa de les voir, nos amis Rick et Marty. Vous en pensez ce que vous voulez du show, moi j'ai mon opinion. Mais c'est toujours très agréable à regarder. Et puis cette île, on finit par en tomber amoureux. Donc ça fait toujours du bien. Voilà. Pour ceux qui nous rejoignent et c'est la première vidéo qu'ils voient, ne la regardez pas. Regardez la playlist de la chaîne, la playlist en français. Vous avez la liste des vidéos en français. Elles sont séquentielles, regardez-les dans l'ordre, sinon vous n'allez rien comprendre. Bien. Eh ben continuons alors nos investigations sur Oak Island et sur le Graal de Rochefoucauld. Cet épisode s'appelle « Suivez mon regard ». Alors on en était resté là la dernière fois. Vous rappelez-vous, c'était le modèle proposé par quelqu'un qui avait mis un commentaire sur ma chaîne, sur la partie anglaise, américaine, qui s'appelle Gazbo. Il m'avait donné une idée, 2-3 idées. On a retravaillé avec Michael, il a eu des idées, j'ai eu des idées derrière, et on est arrivé à la dernière vidéo que vous avez vue en français. Et voici sur cette miniature les lignes directrices qui nous ont permis de déterminer qu'on avait affaire à la croix de Nolan, donc à Oak Island. Et en fait, cette géométrie révèle 11 points qui sont connus ou non par le grand public. On va dire que la croix de Nolan, maintenant, tout le monde qui s'y intéresse la voit. Par contre, la hampe, le point 7, CETTE, qui sont déterminés par la carte de Zina Alpern, qu'on a décodé avec Michael il y a 3 ans, et qui réapparaissent maintenant dans le Rochefoucauld Grail qui a 850 ans, 800 ans. Ça pose un problème. Je pense qu'on est vraiment sur le bon chemin, parce qu'on commence à avoir des documents qui parlent de la même chose à 800 ans d'écart. Hein. C'est assez particulier. J'ai mon ami François qui vient de m'envoyer un mail et qui me disait, mais comment ils ont pu mettre tous ces détails? C'est quoi la taille réelle de cette miniature? Alors, le Rochefoucauld Grail, ses dimensions, c'est 40 cm par 25 cm. Ça fait qu'une miniature qui tient à peu près un quart d'une page fait environ 10 cm, 12 cm de haut par 10 cm de base. Et la question que me posait François, c'est comment ils arrivaient à mettre autant de détails et à cacher tout ça dans des si petites images. En fait, sachez que les scribes, c'était les premiers types de populations qui ont accès aux loupes. Alors les loupes à l'époque, je parle du 11e, 12e siècle, c'était de la pierre polie. C'était des pierres qui polissaient de telle sorte à avoir un effet miroir. Et en fait, on posait la pierre sur le document et on pouvait, avec une loupe, regarder, et ça grossissait x5, x6. Hein, c'était peut-être pas x5, x6, x2, x3. Mais je veux dire, ça suffisait pour que l'image se transforme en image de 30 cm et mettre les détails. Donc technologiquement, ils avaient les moyens, en effet, de cacher autant de détails. Si on imagine que la photo fait en effet 10 cm, vous voyez le détail sur les pieds, par exemple, où on voit cette espèce de grille sur les pieds, les chaussures des caractères des personnages de droite. Enfin, il y a des détails, oui, pour les tracer, les yeux, etc. Ils ont dû prendre une loupe, c'est sûr. Alors, de cette étude de la dernière fois, j'ai essayé de mettre en œuvre un protocole. Un protocole qui réutilisait des techniques qui avaient donc été découvertes brillamment par Gazbo, puis par Michael, et peut-être moins brillamment par moi. Donc, ces techniques, listons-les. Donc, premièrement, on s'est aperçu que les cadres, les angles de la miniature, pouvaient proposer les lignes de construction. Hein, les grandes diagonales, et puis la verticale, ça c'était peut-être des lignes de construction. En tout cas, ça a marché pour cette miniature. Pourquoi ne pas le réutiliser sur d'autres miniatures? Les regards sont significatifs. En tout cas, dans cette miniature-là, l'auteur a utilisé les regards des protagonistes pour indiquer des points de référence, et notamment dans notre cas, les points de référence de la croix de Nolan. C'est-à-dire que les regards attaquent et disposent
les points sur la croix de Nolan. Donc dans ce schéma-là, les regards ont été utilisés par l'auteur pour redéfinir, révéler la croix de Nolan et ses dimensions. Dans cette miniature, mais aussi dans d'autres, la croix de Nolan est impliquée, elle est décrite, et elle est utilisée comme référence, puisqu'elle est visible sur l'île. Les autres points comme la hampe, l'entrée, le chêne entrée ici, la voûte sous terre, le set point ne sont pas définis. On ne peut pas les voir. C'est des points imaginaires, si vous voulez, géométriques. Par contre, la croix de Nolan, elle existe. On a les rochers, ils sont là, ils pèsent 2 tonnes, ils sont alignés, ils sont présents. Donc vraiment, si moi je devais encoder quelque chose sur cette île, je me servirais de la croix de Nolan, qui n'est pas évidente. Elle a été seulement redécouverte en 1981 par Frédéric Nolan, qui habitait sur l'île et qui était arpenteur de son état. Et elle avait été oubliée pendant 800 ans, ou pendant le nombre d'années de la construction de l'île. Personne de connu, publiquement, en avait proclamé l'existence. Maintenant, il est évident que la personne qui a créé la carte de Zina Halpern, qui, Michael et moi, pensons que c'est Bill Jackson, le chercheur, dans les années début 2000, fin 1990, et toute la carte tourne autour de la croix de Nolan. Elle ne la révèle pas, elle s'en sert. Donc il avait l'information aussi qu'il y avait une croix. D'après ce qu'on comprend de l'histoire, c'est quand Fred Nolan a découvert la croix, Jim McInnes, descendant de Daniel McInnes, un des 3 premiers découvreurs du puits, qui était en contact avec Bill Jackson, puisqu'il lui a donné un document et il l'a signé, d'après sa sœur, Jim McInnes, qui était pas loin d'être tétraplégique, il était en fauteuil roulant, quand il a appris en 81 que Nolan avait découvert la croix, sa seule obsession jusqu'à sa mort, ça a été de retourner sur l'île. Donc je pense que Jim McInnes avait des documents qui parlaient d'une croix, mais il ne savait pas de quelle croix qu'était cette référence. Alors là, on voit qu'elle est encore impliquée dans le Graal de Rochefoucauld. Les pieds sont impliqués. Alors c'est marrant parce que ces personnes qui cryptaient étaient des petits rigolos avec le langage des oiseaux. Un pied, c'est un pied, c'est un organe sur mon corps, mais c'est aussi une distance en pied. Et déjà à l'époque, au Moyen-Âge, on utilisait les pieds qui étaient codés, c'était les pieds de Charlemagne, d'avant 1650 et du changement, c'est Charlemagne qui les avait instaurés en termes de distance. Et ici, dans les images, on voit que les pieds des personnes servent à mesurer des distances, les pieds. Donc il y a des petits clins d'œil comme ça qui sont assez intéressants par l'auteur. Seules les miniatures du Graal de Rochefoucauld cachent des indices. Donc j'ai passé quand même depuis 2 ans, je me suis bouffé je ne sais pas combien de centaines de miniatures. Il y a des sites qui référencent toutes les miniatures possibles, imaginables, avec 10-15 000 références de miniatures. Je dis pas que j'en ai vu 15 000, mais je sais pas, j'en ai dû voir 2000 déjà dans 2 ans. Et vraiment, il n'y a que dans le Graal de Rochefoucauld, donc la Vulgate, l'histoire de Camelot, de Lancelot, etc., de Merlin, il n'y a que dans la version du Graal de Rochefoucauld où il y a quelque chose de caché. D'après moi. Ensuite, des indices sur la technique de codage sont suggérés dans le cadre et dans les coins des miniatures. Ici, vous voyez que les coins, ici, on a quoi? On a un rectangle avec un point au milieu, suivi de 4 points, et tout ça mis dans un carré. Finalement, c'est un petit peu ce qu'on nous demandait de faire ici. Il y a quelque chose qui disait utiliser l'image, utiliser les diagonales, utiliser le frame, le cadre. Et puis, on voit là, c'est des histoires, c'est des vagues, je pense, qu'ils ont voulu dessiner, parce que c'est l'histoire du voyage. Rappelez-vous qu'il y a 2 lectures, regardez la vidéo, je ne sais plus laquelle, sur laquelle c'est le voyage, qui s'appelle Oak Island 1, Christophe Colomb 0, où on voit qu'il y a plusieurs lectures. D'ailleurs, c'est le dernier point. Certaines des miniatures ont 3 niveaux de lecture. Mais le point précédent, et je ferai une vidéo dédiée à ça, un seul peintre, artiste si vous voulez, a produit toutes les miniatures du Graal de Rochefoucauld. Comment on sait ça, une telle information, qui est très importante? C'est pas une équipe de dessinateurs, c'est une seule personne. C'est Alison Stones, la chercheuse, qui n'établit pas le nom de la personne, mais j'ai une suspicion assez forte sur un nom d'un artiste de 1280, 1250, 1300, qui serait basé en Hollande. Et je vous révélerai dans une vidéo pourquoi je pense que c'est lui. Mais en tout cas, Alison Stones, je pense qu'elle a comparé, parce que son job pendant 40 ans, ça a été de comparer les miniatures du Rochefoucauld Grail avec celles d'autres manuscrits. Et elle est arrivée à la conclusion, je vous montrerai, elle l'a écrit dans le Lancelot Grail, que d'après elle, il y avait eu, pour le Rochefoucauld Grail, quelque chose comme 3 scribes,
et 3 personnes qui ont fait les images, mais elle arrive à déterminer par l'image, la référence de l'image, qui l'a peint, parce qu'il y a des différences de style et de technique. Donc, Alison Stone, quand même, c'est un peu notre maître à penser sur le Rochefoucauld-Greuel, parce que c'est une universitaire, je vous rappelle, décorée de l'Académie des Lettres et des Arts français, qui a passé sa vie sur le Rochefoucauld-Greuel. Moi, j'ai passé que 3 ans de ma vie. Donc, elle a pas du tout abordé le sujet du même angle avec Oak Island, du tout. C'est même pas ce que c'est Oak Island quand je lui ai demandé. Mais elle a une connaissance très poussée du cadre historique de ces miniatures, et j'ai tendance vraiment à la croire quand elle dit que notamment celles qui nous intéressent ont toutes été dessinées par le même, et on va essayer de trouver le nom de cette personne, parce que est-ce que lui avait les secrets et les a codés de son propre chef, ou est-ce que c'est un commanditaire, et là aussi j'ai ma petite idée, qui a demandé à cet artiste d'incorporer dans son œuvre, son illustration, des paramètres codés. Mais ça, on y reviendra plus tard. C'est assez intéressant, c'est une enquête à la Colombo, parce que si on arrive à trouver le nom de la personne, on peut remettre un contexte autour de qui il fréquentait. Est-ce que c'était lui-même quelqu'un qui était dans le secret, ou c'était un kidam, un artiste? Ça va être intéressant. Alors, on va étudier 2 miniatures ensemble aujourd'hui. Sur la partie de gauche, vous voyez les miniatures qui ont été rendues publiques lors de la vente du Rochefoucauld-Greuel en 2010 par Sotheby's, la vente aux enchères, était vendue, je vous rappelle, 2,7 millions d'euros, ce qui fait un des 10 livres les plus chers sur la planète. Incroyable, ce Rochefoucauld-Greuel. Et parmi ces images, on a déjà vu celle-ci ensemble. Et mon stylo fonctionne aujourd'hui, il fait la grève. Ah, pas de stylo aujourd'hui, si. On a déjà vu celle-là. Celle-là, c'était celle où on voyait la description du vault et du mécanisme sous terre. Ça, on l'a étudié. Je voulais aujourd'hui, normalement, la vidéo que j'aurais dû vous montrer parler de celle-ci, mais on a découvert un truc tellement gros que je la garde pour plus tard. Et vous noterez quand même celle-là, avec la forme des arbres, qui est quand même la même forme que Oak Island. Sauf qu'à l'époque, il y avait un chenal et c'était séparé entre les 2 îles. Il y avait bien 2 îles, si c'est bien ça. Aujourd'hui, on va s'intéresser à celle-ci. Alors celle-ci, c'est quoi? Enfin, on va s'intéresser à 2, dont celle-ci. Celle-ci, c'est Joseph d'Arimathie, ici. Donc Joseph d'Arimathie qui a recueilli le corps de Jésus et qui aurait recueilli, puisque le tombeau était le sien, ça lui appartenait. C'était un aristocrate de Jérusalem, si je me rappelle bien mes cours de catéchisme, que j'en ai pas eu en fait. Et le Joseph d'Arimathie, il était britannique de mémoire. Et il a quelque chose à voir avec le Graal, le récipient qui aurait contenu quelque chose en liaison avec le Christ. Donc là, il marche sur l'eau, enfin il a qu'un pied dedans, et d'après la légende de Lancelot Grail Project, il tient le Saint Graal, cette chose, ce vase, cette vasque-là, ce récipient, avec de la fumée autour, on dirait, c'est le Graal. Qu'est-ce que c'est que le Graal? Continuons. Là, voilà en plein écran. Alors, je ne l'ai pas en haute def, je ne l'ai pas demandé à Alison, au professeur Stone, parce que je ne veux pas l'embêter déjà. Je lui ferai un mémoire un jour de ce qu'on a trouvé grâce à son image, mais elle m'a fait un peu comprendre qu'elle n'avait pas trop le temps, quoi. Donc, on va travailler avec cette image-là. La qualité n'est pas si mauvaise. C'est un agrandissement de quelque chose que j'ai trouvé sur le net, mais pour ce qu'on veut faire, ça suffit. Alors, reprenons nos indices, ou au moins le protocole là que je proposais. Le protocole, il dit que dans le cadre, peut-être caché quelque chose sur la technique de codage. Regardons ce cadre. C'est un des 2 seules images que j'ai vues avec ce cadre. Ce cadre, c'est quoi? C'est des lignes qui changent de direction. Et puis, c'est des cercles. Il y a un jeu, quand j'étais petit dans le journal, on le trouve... comment je vais faire ça? Tiens, on va faire comme ça. Qui s'appelle relier les points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah, si je relie les points... Voilà, je dessine un Pac-Man. Ce genre de jeu de relier les points. C'est peut-être un peu, c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu les bordures. Ils sont en train de nous dire relier les points sans nous le dire, puisqu'il jamais... Ça serait ça, relier les points. Évidemment, ça serait ça, relier les points. Mais comme c'est crypté-codé, ils nous montrent l'inverse. C'est assez intelligent. Donc je me suis dit, ça c'est intéressant. Puis regardez le cadre est un petit peu différent. C'est juste 2 carrés concentriques. Bon. Reprenons nos techniques de codage qu'on connaît. La première, c'est utiliser les bordures pour déterminer les lignes directrices d'architecture. Ça nous avait beaucoup servi sur l'image précédente, la miniature précédente. Là,
je vous l'annonce, hein, en spoiler, on va pas en avoir besoin. Le codage est fait différemment. Mais bon, moi j'utilise un protocole, donc je suis le protocole. On sait que les regards sont importants. Donc j'ai tracé les regards. On va le refaire. Donc il y a le regard de Joseph d'Arimathie et le regard de certains de ces personnes qui regardent en l'air. Je n'ai pas regardé les gens qui regardaient en bas. Ou... Ça, c'est mes lignes directrices qui m'intéressent. D'accord? Donc en jaune, c'est les lignes directrices du regard. En blanc, c'est les lignes directrices du tableau, la géométrie du tableau. Continuons. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire ce qui m'explique qu'ils attendent de moi dans la bordure. Ils attendent de moi que je relie les points. Mais qu'est-ce que c'est que ces points? On a vu que l'auteur utilisait pas mal les yeux pour les techniques, puisque les regards nous ont permis de déterminer la croix de Nolan, tout dans l'autre vidéo. Et là, on nous dit quoi? On nous dit relie les ronds, relie les cercles. Et les cercles, c'est les yeux pour moi. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai juste relié les lignes de mire, les yeux, en rouge. Donc là, ça passe ici, c'est aligné, et puis encore une toute petite déviation. On vient à ce bonhomme-là, et voilà le chemin quand je connecte les yeux des 5 protagonistes à droite. Petit spoiler en passant. Non, je vous le raconte tout à l'heure. Je vous le garde pour tout à l'heure. Donc ça, c'était assez intéressant. Et puis, regardez à gauche, le Joseph d'Arimathie. Je vais mettre à la fin de sa toque, où je ne sais pas ce qu'il a sur la tête, une mitre, sur son regard, je vais juste poser ce marqueur. Et on va se rendre compte, si je pose une boussole sur cette ligne, que par rapport, si je prends le nord-sud comme étant l'axe du tableau, hein, on est à 60 degrés. Or, quand on commence à connaître Oak Island, 60 degrés, c'est exactement l'inclinaison par rapport au nord, nord-sud-est-ouest, nord-sud-est-ouest, et bien la croix de Nolan, elle est exactement positionnée à un angle, elle est comme ça, de 60 degrés par rapport au nord, ce qui fait 30. Au nord géographique, hein, pas au nord magnétique, parce que lui, il n'arrête pas de changer le nord magnétique. Alors, quand je trouve une ligne directrice d'un regard dont l'angle est pile 60 degrés, j'ai la puce à l'oreille. Est-ce que c'est pas... Pardon. Est-ce que c'est pas la croix de Nolan? Et du coup, si c'est à 60 degrés, est-ce que les marqueurs, comme dans la miniature juste avant, qu'on avait étudié la dernière fois, ben les regards croisent la croix de Nolan au point des cônes qu'on connaît sur l'île. Alors, quand on reprend notre bonne vieille île, hop, c'était un spoiler, quand on prend notre bonne vieille île avec les marqueurs, hein, les 11 marqueurs qui sont révélés, soit parce qu'on peut les voir comme les cônes sont visibles. Le headstone a été déterré par Fred Nolan. Il avait compris qu'il y avait quelque chose, il a creusé et il y avait un rocher de 2 tonnes sous terre. Alors que ceux que je viens d'encercler étaient visibles. Il fallait juste comprendre la géométrie. Les autres points, en rouge, sont des points virtuels. Le Oak Entrance doit exister, mais il n'est pas matérialisé par une pierre. Il était matérialisé par un chêne à un moment. Il ne l'est plus, j'imagine, puisque tout a été détruit dans cette région. Mais tous les autres points sont des points conceptuels, si vous voulez. Tant qu'on ne les a pas découverts. Hein. La valve, on est sûr qu'elle existe, et la trappe d'or, on est sûr qu'elle existe, mais on ne les a pas encore trouvés. Alors, quand je réapplique le dessin qu'on vient de prendre, en prenant Nolan's Cross comme ma base, eh ben encore une fois, je prends Nolan's Cross comme étant ma référence, je positionne mon dessin via Nolan's Cross, je me rends compte du point d'intersection des deux yeux qui matchent le Kona et le headstone. Alors le headstone, il doit matcher à 30 cm près, 40 cm près. Ben, je me rends compte en fait que ce qu'on est en train de décrire, en rouge, c'est jamais que le canal d'entrée d'eau qui prend l'eau de mer et qui, à l'endroit du Money Pit, donc ça c'est le Oak Entrance, d'après la carte de Zina, l'entrée est ici, le Money Pit il est là. Hein, c'est pas le même endroit, hein. Le Money Pit il n'y a rien, je vous le dis tout doucement sans que personne n'entende, mais il n'y a rien. En fait je pense de plus en plus que ça a été créé en 1550 ou 1600 par Bacon, Sir Francis Bacon, qui avait trouvé le Oak Entrance, comme nous, avec Michael, qui était rentré dans les souterrains et qui voulait surtout pas que quelqu'un d'autre y aille, et donc il a fabriqué un formidable
decoy, un formidable leurre qui est le money pit, et ben ce leurre est tellement formidable que 250 ans après, c'est toujours pareil, ils cherchent toujours dans cette zone-là, et ils ne veulent pas entendre, nos chercheurs télévisués, broadcaster, que ça se passe un peu plus au sud. Il y a environ 25 mètres entre les deux endroits. Néanmoins, de ce qu'on en sait, je vais vous le montrer, on sait qu'à l'entrée, je vous l'avais expliqué dans la toute première vidéo, cette plage ici est complètement artificielle. Puisque 2 fois elle a été déterrée, et 2 fois on a révélé un système de 5 puisards d'eau qui faisait rentrer. Alors, en effet, ça se passerait typiquement exactement ici. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi ici? À cause de ça. Ce cercle-là noir, c'est un effondrement. En 1800 et des brouettes, ou 1900, il y avait une fermière qui est passée avec sa charrue et son bœuf, et le bœuf, il est tombé dans le trou. Parce que le trou, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un canal d'eau qui allait... Alors ça, on en est sûr, puisqu'on a le trou, donc on a cette partie du canal. Et puis on pense, tout le monde pense que ça arrive au Money Pit en direct. Alors ce qui est révélé, peut-être, mais j'ai pas de preuves pour corroborer, parce que j'arrive pas à aller sur le lit, ils veulent pas m'inviter. Mais ce dessin-là, en fait, ce canal d'eau, il est censé aller où pour alimenter notre vault, notre système hydraulique? Il passe bien par la rampe, puisque la rampe, c'est une des valves d'entrée. Et la valve de sortie, elle est ici. En fait, la valve est ici, et le trou de sortie, il est dans The Hole Under the Trapdoor. En haut, là. C'est le trou sous la trappe. Donc ça fait sens qu'il y ait un canal d'eau qui puise de l'eau de l'océan, qui pour moi, mais ça c'est que moi, et tout ça c'est que mes hypothèses, je peux pas vous le prouver, est passé comme ça et relié à la rampe, qui n'est pas relié au Money Pit à la base, je pense que les travaux arrivent plus tard, et bien sûr Oak Entrance c'est à sec, puisqu'on est à des dizaines de mètres de ce canal, et évidemment que ça arrive à la rampe, puisque la rampe c'est le point de contrôle. Donc j'ai trouvé ça particulièrement perturbant que, mis à l'échelle de la croix de Nolan, le motif géométrique qui apparaît, et puis alors j'ai même pas eu besoin de faire quoi que ce soit, hein. On est à 62, on est à 30 degrés ici, on est à 60 degrés là, l'image j'ai même pas eu besoin de la tourner, elle était orientée nord-sud, et juste en augmentant la taille, en gardant la proportionnalité de tout sur la croix de Nolan, on trouve ça. Et ça me fait quand même sacrément penser au fait qu'ils sont en train de nous décrire les canalisations d'eau qui alimentent, ou d'après le design initial d'il y a 800 ans, alimentent le vault. Et de la rampe, bah, je dois trouver un canal qui va au vault quelque part, d'alors. Parce que là, on me donne que la moitié. Ce qui est intéressant, c'est les changements de direction aussi. Est-ce qu'ils ont rencontré des rochers? Est-ce qu'ils ne pouvaient pas suivre une certaine orientation? Est-ce qu'ils avaient des contraintes techniques? Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si cette photo de Rochefoucauld nous raconte l'histoire de la canalisation sous terre. Hein, ça, c'est quand je la superpose. Mais j'ai une intuition assez forte que c'est bien ça. Continuons. Le Barringer Survey. Alors, dans les années 60, 1960, a été demandé par Black & Smith, qui travaillait sur l'île et qui avait un bout de l'île et qui cherchait le trésor, à une société qui fait des relèvements topographiques souterrains avec des histoires d'ondes magnétiques et de réflexion d'ondes, de lui faire un plan souterrain, des tunnels qui auraient autour du Money Pit. Donc voilà une des slides qui représente leur trouvaille. Donc le Money Pit, il est ici, hein, MP, il est là, Money Pit, le trou. Et puis on a le Cave-in Pit, on le voit mal mais c'est écrit ici, j'ai dû beaucoup zoomer mais c'est bien ça. Le trou qui s'est effondré, il est ici. Et eux suspectent en effet un canal d'eau principal, en pointillé, qui relie directement des 5 puisards et qui va tout droit en direction du Money Pit. Ce que nous propose notre géométrie, c'est que non, elle n'y est jamais allée, parce qu'à l'époque, et c'est ce que je crois, les Money Pit n'existaient pas. L'eau était censée, le tunnel, et je vois cette ligne ici, hein, ça remonte. Et quand je superpose ce qu'on vient de trouver avec ça, alors j'espère qu'il va me laisser faire et qu'il y a assez de undo pour remettre l'image dans son état initial. Oui, oui. Voilà ce que je trouve. C'est ma ligne rouge, hein, c'est celle-là, moi, que je suis. Elle passe bien par le Cave-in Pit. Elle en sort, mais elle ne va pas. Elle ne va pas au Money Pit en direct. Elle tourne avant. Elle dévie. Et elle remonte. Et elle remonte pour arriver à la rampe. La rampe qui, du coup,
est un peu plus à droite là-bas dans la partie cachée du PowerPoint. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on a bien la direction du Money Pit, mais on voit que pour moi, c'est mon hypothèse actuelle dans ce que je travaille, ça a été construit par Francis Bacon, avec ces mineurs de Cornwall qui savaient miner et dont il est, si vous voulez, ce qui descend au Money Pit, là, ils ont retrouvé la structure d'entrée de l'eau qui rentre, hein, la structure. Ils ont les dimensions ici. C'est 4 pieds par 2 pieds, je crois. Et en fait, ça correspond à ce qu'ils ont retrouvé en Écosse, sur les mineurs de Cornwall, que Francis Bacon aurait utilisé. Soi-disant, beaucoup de gens pensent pour creuser le Money Pit et tout le système. Non, parce que Bacon, c'est 1580-1600, et Rochefoucauld-Grail, c'est 1300. Donc non, il est né 200 ans après les faits, 300 ans, donc c'est pas possible. Par contre, que Bacon ait retrouvé les mêmes choses que Michael et moi sommes en train de retrouver, avec encore d'autres documents dont on ne connaît pas, qu'il ait localisé le Oakentrance, qu'il y soit descendu et qu'il ait dit « moi je construis le Money Pit maintenant pour que personne ne redescende au Oakentrance », ça j'y crois beaucoup. Et là, ça renforce cette idée. En tout cas, moi, mon canal, il épouse la forme de ce canal du Barringer Survey. Ce qui est intéressant. Ça épouse bien la forme. Continuons. On va revenir en plein écran. Ça, c'est encore d'autres représentations du Barringer Survey. Ici, c'est la prise d'eau, hein, avec 1, 2, 3, 4, 5. En rouge, c'est mon travail. En bleu, c'est les canaux présupposés. Et on voit que, en effet, on n'atteint pas le Money Pit. Hein, et pour moi, on ne l'atteignait pas. Et ça a été fabriqué après. Donc voilà le premier élément. Ça va de l'océan au Money Pit. On va regarder maintenant cette miniature-ci. C'est la deuxième. Donc c'est le château qui tombe sur le duc, sur la tête du duc, qui a tué le roi Lancelot. Alors je sais pas à quel épisode on en est, mais ça fait bien partie du Rochefoucauld-Grail parce que ça appartenait à la Bibliothèque philosophique hermétique d'Amsterdam, et ces photos ont été prises par le groupe de travail de Alison Stone, professeur à la Pittsburgh University. Ils ont eu accès avant la vente, avant qu'il soit fermé à tout jamais, ou jusqu'au prochain acheteur. Donc ça, c'est la deuxième qu'on va étudier. Je la mets en gros plan. Ah, on n'était pas censé avoir ça. Donc l'idée, c'est quoi là? On a 2, 4, 6 personnages à droite qui sont en train de regarder un château qui s'écroule. Notez les jambes et les pieds. Notez qu'on croit que la personne en rouge fait un grand écart. Et j'y ai cru pendant très longtemps, jusqu'au moment où je me suis aperçu, non, en fait, les chaussures, il y a une chaussure noire et une chaussure noire. Donc en fait, ce personnage-là, ses 2 pieds sont là. Et le pied qui dépasse très bizarrement ici, il appartient à ce personnage-là. Bizarre, hein, comment ils ont constitué le truc. Et on dirait que c'est un compas, hein, on dirait qu'il nous demande de mesurer encore des distances. Et regardez la main de celui-là, on fait pareil encore aujourd'hui. Quand on dit « oh, ça fait à peu près 10 cm », c'est comme ça que je mettrai mes doigts sur ma main pour montrer une distance. Donc est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous parler de distance et de rapport de distance? Si, je crois, mais on n'a pas encore la clé, on n'a pas encore compris. Quand on avait la première image, on avait le damier, on avait finalement conclu que le damier, une case, c'était 27 pieds. Là, j'ai pas de damier, donc j'ai pas de mesure de référence pour dire ça fait tant de mètres sur l'île, et ça a une importance. Non, j'en sais rien. Ce qui est intéressant dans cette image, c'est ce bonhomme-là. Alors lui, il est particulièrement étrange, il fait peur même. C'est le seul qui a une capuche. Intéressant, hein, on veut attirer notre attention sur lui. Hein. Regardez les yeux, les petits yeux de chinois qu'ils ont les autres. Regardez lui avec son œil, ils ont vraiment peinturluré en noir le centre de son œil. C'est intéressant. Quelqu'un a fait un commentaire quand j'ai fait cette vidéo en anglais. Un américain a dit « ça ressemble même à l'île ». Ça ressemble beaucoup à l'île. Ouais, en effet, ça ressemble un peu à l'île, ouais. Eh bien, reprenons nos techniques. Première chose, je me rends compte que l'œil de ce personnage, sa pupille, épouse le toit, ici. Tout le toit. On est complètement aligné avec l'œil. Ça, c'est pas une coïncidence, c'était voulu, je pense. Et quand je fais ça, je me rends compte, et ça va me servir plus tard, que j'attaque la boule. J'attaque le point là, la boule, par en dessous. Je la tangente en dessous quand je fais ça. Je la tangente pas au-dessus. J'attaque pas le centre. Non, c'est la tangente basse. Ok, je note ça. Intéressant. Surtout que c'est le personnage principal, il est en plein milieu de l'image. On va faire ça avec les autres personnages. Et puis je me rends compte que ce personnage-ci, là, celui-là, la même chose. Quand j'utilise les 2 yeux, j'arrive à la boule et je flirte juste en dessous de la boule. Et puis,
je flirte au-dessus ici, mais ça fait quand même 2 fois que je flirte en dessous. Intéressant. Le personnage tout à droite donne rien en vue. Et puis, je me rends compte que l'œil de ce personnage, l'angle, puisque je sais que les bordures peuvent être intéressantes et les angles, ben si je tire un trait par les deux, encore une fois, on flirte sous une boule. Ah, c'est intéressant. Surtout que ces boules, ben, elles sont particulières, hein, je ne les retrouve pas ailleurs, et pourquoi on a mis toutes ces boules? Donc maintenant, je trace la ligne principale des 2 yeux du caractère principal, et je me rends compte avec mon compas, ah, on n'est pas exactement à 30, on est à 27 degrés. Est-ce que c'est une imprécision due à l'image, le tableau? Peut-être. Mais je m'attends à devoir retourner légèrement de 3 degrés mon image pour qu'elle colle sur la croix de Nolan, parce que je pense que ceci est la croix de Nolan. Je continue, et je me rends compte que, si je prends l'autre angle ici, l'œil de ce personnage-là, je commence à avoir un point où beaucoup de choses rentrent en intersection sur ce point. Serait-ce un point de la croix de Nolan? On va voir. Et puis je rejoue à connect le dot, de point à point. Regardez, le carré, et au milieu, maintenant, j'ai un rond. J'ai plus un carré, j'ai un rond. Encore une indication, peut-être, de jouer. Alors oui, je suppose des choses, et des gens disent, mais tu vas trop loin. Ok, mais c'est moi travailler, c'est moi tranquille. Donc je vais continuer mon approche, et je vais aller relier les yeux de tous ces protagonistes. Puis je me rends compte que les derniers yeux, là, lui, ben, ses yeux, évidemment, sont alignés sur ce que je crois être la croix de Nolan. Donc je vais même pousser en pointillé jusqu'à sa main. Et puis il y a ce personnage-là qui fait peur. Lui, il fait peur, lui. Et lui, il regarde en haut. Et il regarde en haut, mais attendez, ces yeux-là, c'est le seul qui a une bouboule, finalement, dans l'œil. C'est ça, c'est la bouboule. Lui, il est en train de regarder les bouboules, en haut. C'est le seul qui a un œil aussi particulier, et on voit qu'un œil, puis il est là pour attirer notre attention, je pense. Alors, faisons-le regarder les bouboules. Ouais, mais je la fais passer où, mon regard? Par le haut de la boule? Par le centre de la boule? Ben non, on nous a donné l'indice tout à l'heure, c'est par le bas, la tangente basse. Alors, je vais relier par tangente basse, toutes les boules, les unes après les autres. Tiens, c'est marrant, ils les ont alignées. C'est la même direction. 3 points alignés. Et puis le dernier en haut. Donc je pars de ça, je dis, punaise, qu'est-ce que j'ai retrouvé là? Est-ce que la croix de Nolan me permet de coller cette image correctement sur l'île grâce à la croix de Nolan? Reprenons notre approche. Et en collant la croix de Nolan sur l'île, eh bien, je me rends compte qu'encore une fois, j'ai une correspondance. Et surtout, j'ai un vecteur par rapport à la valve D que j'avais pas dans ma première image. Et ce que je me rends compte, c'est que j'ai peut-être la continuité, puisque c'est par là qu'arrivait mon eau. N'est-ce pas la deuxième partie du plan? Et ce plan me montre que on flirte avec l'œil du swamp. Alors l'œil du swamp, c'est ce qu'on a à cette partie-là, l'œil du marais. Et l'œil du marais, il est particulier. Dans la saison 1, 2 ou 3, Rick Lagina goûte cette eau et dit c'est brisky. En anglais, ça veut dire qu'elle est saumâtre. C'est à la fois de l'eau de mer et à la fois de l'eau douce. Elle n'est pas aussi salée que de l'eau de mer, mais elle n'est pas douce. Il y a un mélange d'eau, ça il l'a goûté, donc il peut certifier. Il y a un mélange d'eau douce et d'eau de mer qui ressort par cet œil, puisque quand on vide entièrement le marais, ben, on voit cette rivière-là, on la dessine, puis elle finit comme ça en fait. Une espèce de rivière. Et de l'eau qui s'écoule en permanence. De l'eau à moitié salée, à moitié douce. Salée, je comprendrais. La tuyauterie. Douce, on sait qu'il y a des sources sous cette île d'eau douce. D'ailleurs, il y a un puits. Il y avait un puits. Il y a 2 puits. On a trouvé 2 puits d'ailleurs. Autre chose très intéressante, cette eau-là, cette eau qui vient de la hampe, elle doit normalement arriver à 2 endroits. Elle doit arriver au vault souterrain, donc là où il y a le mécanisme hydraulique. Alors regardons si elle y va. Hein. Elle passe par là, là. Tiens, ils ont aligné sur la croix de Nolan et elle descend jusqu'à l'entrée du vault, puisque c'est là le mécanisme hydraulique. Donc en effet, j'ai un bras de cette canalisation qui descend, et ce qui est très intéressant, si c'est vrai, c'est que c'est aligné sur la croix de Nolan. Donc la croix de Nolan, à un moment, ils ont dû creuser en dessous. Est-ce que c'est parce qu'il y a des marches d'escalier qui descendent? Je ne sais pas. Mais je sais que dans le passé, les premiers chercheurs ont pensé que sous les cailloux de la croix de Nolan, ils les ont bougés pour voir si en dessous, il n'y avait pas un trésor. Il n'y avait rien du tout, c'est juste des marqueurs.
Mais ce qui est intéressant, c'est que la canalisation semble épouser la direction de la croix de Nolan. Et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Eh bien, de l'autre côté, j'ai un bras, et le bras remonte le long de la première île, et passe jusque quoi? Jusqu'au... C'est quoi le deuxième point que normalement ce canal devrait normalement atteindre? C'est la deuxième valve, et puis plus tard, l'évacuation, le trou sous la trappe qui permet de lever le trou, lever la trappe qui dévoile un trou dans lequel l'eau pourrait être évacuée par une caverne souterraine. Pourquoi pas? On sait que c'est gavé de cavernes souterraines là-dedans. Mais ce qui est remarquable, c'est que là, en réutilisant la croix de Nolan comme référence, on s'accroche à la hampe, on s'accroche, on arrive au vault, et on est aussi à la valve qui contrôle le flux. Moi, j'ai pensé, et Michael, pendant des années, pendant 3 ans, que une fois que j'avais l'eau qui arrivait au vault, le plus simple, c'était de partir directement à la valve, et après directement. Et je pensais que c'était ça le schéma. Pas du tout. Pas du tout. Si mon interprétation de cette image de Rochefoucauld-Grail est correcte, ils sont pas allés du vault à la valve. Ils ont été par... Ils ont été par ce chemin-là. Est-ce qu'il y a une justification, une raison? On va voir que oui. Mais surtout, ce qui m'épate, c'est qu'on connecte exactement sur la valve, de la hampe à la valve, et en fait, on a un U, c'est un système en U. Hein. Si je mets toute l'eau sous pression dans le mécanisme et que je ferme ces 2 valves, ça, c'est un cul-de-sac. Donc l'eau reste sous pression dans le dispositif, à marée haute. Alors, maintenant que j'ai mes 2 images, si je relie les 2 ensemble, ça donne quoi? En rouge, hein. Voilà tout le tracé. Oubliez la croix bleue, c'était un essai que j'avais fait un moment. Donc on a bien... Alors, remarquable de la part des auteurs. Ici, sur le premier dessin qu'on a étudié, on a donc un œil et un œil qui me font cette petit segment de droite. Et dans le deuxième dessin, on a un œil et un œil qui me font un deuxième segment de droite, qui est le prolongement du premier. Donc ils ont aligné les regards des deux protagonistes, celui de gauche sur l'image 1 et celui de droite sur l'image 2, pour créer cette ligne droite de jonction. Et les deux se joignent à la hampe. Donc j'ai maintenant mon système complet. Je vais vous le refaire animer. On part de l'océan. On tourne ici. Alors pourquoi? On va voir pourquoi. Pourquoi il y a cette déviation. C'est des petites déviations. On pense, avec 2-3 commentateurs américains de la chaîne, que c'est parce qu'ils avaient trouvé un énorme rocher sous terre et que plutôt que de le casser, ils ont fait le tour. C'était beaucoup plus simple. Donc ça, c'est une explication qui expliquerait ces légers changements pour récupérer le cap après. Il doit y avoir un gros rocher en dessous qui les a bloqués dans leur progression, je pense. C'est pas arrivé souvent. La question, pourquoi ils sont pas allés directement du vault à la valve et pourquoi ils se sont pris la tête à passer autour? J'y ai encore réfléchi aujourd'hui. Et c'est de plus en plus évident pour moi. En fait, ce qu'on va faire, je vais casser là et on va regarder Google Earth. Donc voilà notre île chérie, qui, on pense à la base, était donc 2 îles. Une île à droite, une île à gauche. Et au milieu, il n'y avait rien, et le marécage était créé artificiellement. Il faut regarder la géologie de cette île. En fait, il y a pas mal d'articles et d'études assez poussées qui ont été faites. Et en fait, l'île n'est pas uniforme. La partie de droite où était creusé le monépite, c'est de la moraine. C'est-à-dire que c'est du sol qu'on peut assez facilement creuser. C'est de la terre, si vous voulez. Et le bedrock, ce qu'on appelle le bedrock en anglais, qui est en fait la strate géologique dure du rocher, est à 150, 170 pieds, 200 pieds. Ça fait 60 mètres sous terre. 60 mètres sous terre, vous creusez de la terre, et au bout de 60 mètres, vous avez du rocher. Ça, c'est la partie de droite. Ça veut dire que creuser un tunnel ou creuser une tranchée pour installer de la tuyauterie de l'époque et la creuser à 5, 6, 7, 8 mètres de profondeur, c'est pas trop un problème, c'est de la terre meuble. Le grand débat dans ma tête en ce moment, c'est vaut-il mieux se mettre à 4 pattes et creuser un tunnel qui traverse l'île ou faire une tranchée, installer ce qu'on a installé et recouvrir cette tranchée. Ben, je pense que côté droit de l'île, ils n'ont pas hésité à faire des tunnels. D'ailleurs, le tunnel qui alimente le premier tunnel de droite qui va des 5 puisards jusqu'au Money Pit, lui, il est creusé. Il est creusé jusqu'à 30 mètres sous terre. Là, ils n'ont pas hésité. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la partie gauche de l'île, à l'ouest, c'est plus de la moraine, c'est plus de la terre.
c'est ce qu'ils appellent en anglais des slates, c'est-à-dire que c'est du rocher, tout le long, direct. C'est pas les mêmes héritages géologiques que la partie de droite. Et alors là, creuser de la roche, c'est compliqué. Or, ce qu'on aperçoit, si vous regardez dans Google Earth, j'ai mon altitude, elevation, en anglais, en mètres, ici en bas à droite. Surveillez ça. On sait qu'à l'eau, au niveau de l'océan, on est à 0 mètre. Un des plus hauts points de l'île de droite, l'île, elle culmine à 14 mètres environ. Donc si vous voulez creuser de ce côté-là, là on est à 8 mètres, 7 mètres. Si vous voulez enterrer quelque chose, trancher ou pas trancher? Trancher ou tunnel? Bonne question. Côté ouest, donc on a le vault est à peu près un des points les plus élevés à l'ouest. Donc on est à 9-10 mètres, 9 mètres, je cumule à 9 mètres. Et c'est par là qu'ils ont enterré le vault, hein, d'après ce qu'on a trouvé. Et pourquoi ne pas aller tout droit? Parce que si je devais aller tout droit de mon vault à environ ma valve, regardez, elevation 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 8, 9, pinaise. 8 mètres de roc à creuser à la pioche pour aller installer la canalisation. Alors que si on avait 2 îles, et que je fais le tour par ce schéma, ce qui nous indique le Rochefoucauld-Grail, ben je longe la bordure de l'île, donc je suis à 0 mètre. J'ai pas beaucoup, je fais une tranchée de 3 mètres de profondeur, job done, c'est fini. J'ai pas besoin de m'enquiquiner à faire des tunnels et mettre des gens à 4 pattes à aller creuser à la pioche. Non, je fais une tranchée. Et pourquoi je remonte par en haut? Continue à regarder l'elevation quand je me déplace. 0, 1 mètre, 2 mètres, 2 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, et j'arrive à la valve. Bref, je peux avoir creusé un tunnel sur 10 mètres, et après c'est une tranchée. En fait, je me simplifie la vie avec ce système de déviation. On a l'impression qu'on fait faire du chemin en plus, par là. Mais si je regarde les altitudes, tout ça, et c'est qui? C'est François encore qui m'a filé l'idée. Là, non, c'est Ed, qui est aussi un souscripteur américain, je le remercie. Parce que ici, là, on est à 0 mètre. Hein, il suffit de creuser quelques mètres sous toi. Là, on est à 1 mètre. Là, on doit être à 2, 3, 4, 5. Ça monte progressivement. 6 jusqu'à la valve. Là, il a fallu creuser tout ce mécanisme. Et après, creuser un tunnel probablement de 20 mètres sous terre. Et après, c'est une tranchée. Facile, une tranchée. Très facile, une tranchée par rapport à un tunnel. Je pense que si tout ça est vrai, et si Rochefoucauld-Grail nous donne bien le schéma de la tuyauterie qui alimente sous terre et comment les bloquer, eh bien, c'est tout simplement, ils sont arrivés à la même conclusion en disant c'est finalement plus simple de longer la côte, puisqu'à l'époque c'était 2 îles, et de rentrer au point le plus bas avec l'élévation la moins chargée, quoi. Et ça corrobore ce que Google Earth nous donne. Tout ceci est très intéressant, n'est-ce pas? Reprenons notre schéma. En fait, le schéma est faux, du coup. Si ça, c'est la vérité, le schéma... j'y reviendrai à ça. Mais le schéma... Qu'est-ce que j'ai foutu, là? Ah oui, pardon. Le schéma, il nous dit, en fait, la valve de sortie, hein, le flux d'eau, il est dans ce sens-là. Donc, la valve de sortie, c'est bien ma valve qui est ici. La valve d'entrée, c'est la rampe. Ça, on l'a établi. Et puis, mon bac, mon réservoir, qui est le volt, est ici. Sauf que... si on en croit le dessin, c'est pas exactement ça. Il y a cette coudée. C'est-à-dire qu'il y a une communication complète, directe, entre les deux hampes, sans passer par le réservoir. Je suis en direct. Et le réservoir, c'est un cul-de-sac. Donc le réservoir, c'est un des cul-de-sac. Mais ici, ça devrait être bloqué. Donc, est-ce que les personnes qui ont décrit, là, dans le schéma, nous ont montré un schéma de principe pour qu'on comprenne? Et c'était plus simple à comprendre sans ce U en violet. C'était beaucoup plus simple à comprendre. Et d'ailleurs, on l'avait compris à l'époque, parce que là, c'est assez simple. Le U, est-ce que fonctionnellement, il a un sens? Non. Ça pourrait marcher sans le U. C'était l'idée qu'on s'était fait la première. Et donc, est-ce qu'ils nous l'ont pas montré parce que c'était pas utile? Est-ce qu'ils nous l'ont pas montré parce qu'ils connaissaient pas le coude? Je pense qu'ils connaissaient le coude. Quand je dis le coude, c'est cette déviation-là, qui n'apparaît pas dans le schéma. Mais je continue à croire que le Rochefoucauld-Grail, c'est bien ce qu'il nous révèle. Parce que quand même, trouver un moyen de utiliser Nolan's Cross comme référence et trouver valve, de trouver la hampe et de s'aligner sur la croix de Nolan sur la fin de la tuyauterie, quand même, c'est quand même particulièrement grosse coïncidence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. D'autres épisodes qui vont arriver. Je vous remercie. Souscrivez si vous le voulez. Commentez si vous le voulez. Soyez pas trop dur. On explore, on fait de la recherche. On se plante, mais si on cherche pas et qu'on prend pas de risque, jamais on trouvera. C'était le dicton du jour. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir.